Très heureux de partager ce moment rugby. Donc, je vais essayer de vous présenter quelques idées sur la prépa physique, sachant que je vais recentrer assez vite le sujet. Vous verrez que on ne pourra pas aborder tous les thèmes, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi dans les questions à remettre en question ce que je dis et ça va juste être quelques idées à vous présenter. Peut-être que ça pourra vous inspirer, mais en tout cas, c'est pas forcément la vérité et il y aura moyen de batailler autour de ça. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Gaëtan Boissard. Je bosse à la Fédération française de rugby, surtout sur le domaine de la formation, sur l'équipe de France des moins de 20 en priorité. Et j'essaie d'avoir aussi un rôle sur le pôle France, donc le suivi de tous les jeunes potentiels français dans les centres de formation qui postulent aux équipes de France jeunes. J'essaie de m'investir aussi dans le suivi de certaines académies pôle espoir. Et j'ai la chance d'avoir quelquefois un rôle transversal sur les équipes de France, ce qui m'a permis d'intervenir pas mal sur le 7 ces derniers temps et un petit peu avec le 15 de France au moment de la préparation Coupe du Monde. Donc, je pense que j'ai un bon visuel de ce qui se passe à l'heure actuelle à la Fédé dans le domaine de la prépa physique. Et voilà, vous dire que j'avais été formé en tant qu'entraîneur adjoint dans un pôle espoir et CRT. Donc, j'ai une bonne vision du rugby français d'ensemble. Et je peux dire que j'ai pu intervenir sur des primaires pour leur apprendre le rugby jusqu'au 15 de France. Donc, c'est ce qui a fait ma construction. Voilà, j'attaque rapidement. Je partage l'écran et feu. Parfait. Donc, je vous ai dit, je vais recentrer un petit peu. On va parler uniquement de préparation physique sur le terrain de rugby. On ne va pas parler de tout ce qui se passe en salle de musculation. On va commencer juste par parler de l'outil qui a révolutionné ces dernières années la préparation physique dans le domaine du rugby. Vous vous doutez bien que c'est l'outil GPS. Vous présentez rapidement qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, et ensuite on pourra découler rapidement sur des conseils pratiques de terrain, en fait, tout simplement. Hop, j'attaque. Donc, ça fait 10-15 ans que l'outil est arrivé et maintenant utilisé par tout le monde sur le haut niveau et même sur la formation. Donc, il y a plusieurs moyens d'envisager cet outil et on a commencé par d'abord essayer de regarder ce qu'on faisait, ce que ça coûtait de s'entraîner, de jouer. On n'avait pas trop d'idées. Et rapidement, on a essayé d'aller sur un autre pôle qui était plutôt, maintenant, on sait ce qu'on a fait les derniers entraînements, on essaie de maîtriser ce qu'on fait, voilà, maîtriser un peu le volume, les différentes intensités, etc. Et puis après, on arrive à évaluer une performance, à comparer les joueurs entre eux, les matchs entre eux, les entraînements entre eux. Ce qui nous amène aussi à quantifier une charge de travail, donc à savoir quand on planifie un cycle, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur, est-ce qu'on a atteint nos objectifs derrière ou non. Ce qui nous permet après de bien connaître les profils des joueurs et des joueuses et pouvoir individualiser l'entraînement et grâce au live de pouvoir taper juste dans ce qu'on veut. J'enchaîne rapidement. Ça, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va regarder comme marqueur, à quoi ça va nous servir et quel lien on peut faire avec le rugby. Les marqueurs qu'on regarde le plus, les seuils sur lesquels on va beaucoup s'intéresser, ça concerne tout ce qui est haute vitesse, accélération, décélération. Alors, je ne suis pas un sport scientist, il y en a des bien meilleurs que moi, mais je vais vous présenter rapidement tout ça. Donc, pour nous, c'est très intéressant de regarder le temps que les joueurs passent à haute vitesse. Donc, on évalue ça on regarde leur vitesse max qu'ils atteignent forcément. On regarde le nombre de mètres qu'ils parcourent sur un seuil de haute vitesse. Alors, il y en a plusieurs. Je vous parlerai à chaque fois de seuil absolu et de seuil relatif. Donc, absolu, c'est un seuil fixe qui est le même pour tout le monde et relatif, qui est individualisé par rapport au profil de l'athlète. Donc, le seuil de sprint, par exemple, c'est 27 km/h pour les garçons, plutôt 24 pour les filles. Et après, en fonction de la Vmax, on regarde l'exposition au-delà de 85% de la vitesse max.
mais c'est un seuil qui commence à être remis en question. On est plutôt sur 90-92% de la vitesse max. Le seuil, pourquoi il est très important? Parce que si on veut développer nos athlètes sur cet aspect-là, bah, il faut qu'on y aille. Et si on veut les protéger des blessures, on sait qu'il faut un volume optimal. Donc, il en faut suffisamment dans une semaine, mais pas trop non plus. Voilà, c'est important d'aller chercher les hautes vitesses. Accélération, décélération, c'est aussi important parce que c'est le cœur de notre sport. On est vraiment un sport d'accélération, changement de direction, décélération. Donc, tous les changements de rythme, en fait, on essaie de les regarder, combien on en fait et à quelle intensité on les fait, parce que toutes les accélérations et les décélérations ne se valent pas. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les seuils, parce que 100 mètres secondes, peut-être ça ne vous parlera pas trop, mais en tout cas, voilà. Et c'est important aussi de ne pas regarder ce qui se passe à haute vitesse sur des sprints longs, mais ce qui se passe sur les démarrages et changements de rythme qui vont faire des différences en rugby. Et les décélérations aussi très importantes, puisque on remarque souvent à la suite d'un sprint, s'il n'y a pas de décélération, il n'y a pas d'application d'un geste de rugby. L'exemple tout bête, je monte pour plaquer quelqu'un après un long jeu au pied. Si au bout de mon sprint, je ne suis pas capable de freiner, bah, je ne peux pas plaquer et du coup, bah, ça ne servi à rien de sprinter. Et tout ça, c'est des marqueurs aussi importants pour connaître la charge mécanique et bien gérer aussi l'aspect blessure pour les joueurs, les préserver de ça. Ensuite, ce qu'on va regarder pas mal, toute l'activité des joueurs, donc leur vitesse moyenne, ce qu'on appelle le rythme, les fameux mètres par minute. Si vous suivez un peu l'actualité, on en parle beaucoup. Voilà, c'est important. Ça va aussi nous faire un petit débrief sur la façon dont on anime et on gère un entraînement. Donc ça, c'est super intéressant. Tout ce qui est haute intensité, pareil, vous en entendez beaucoup parler. Pareil, il y a plusieurs écoles. Aujourd'hui, c'est beaucoup des seuils absolus qui sont utilisés. On va regarder l'activité des joueurs au-delà de 15 km/h, 18 km/h, 21 km/h. D'autres vont ça, c'est pour les seuils absolus, qui vont nous permettre de bien comparer les joueurs entre eux. Et sur les seuils relatifs, on peut encore utiliser l'aspect VMA. Donc, c'est cette donnée-là qui peut nous intéresser pour bien maîtriser la charge de travail des joueurs et des choses. Voilà. Ça va nous permettre de savoir un petit peu ceux qui sont capables d'enchaîner sur le terrain les tâches un maximum. Troisième marqueur qu'on commence à remarquer, mais on n'est pas encore très satisfait des données que nous sortent les GPS et donc les accéléromètres. C'est tout ce qui est autour du contact. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le player load slow, c'est l'activité à basse vitesse du joueur. Il y en a qui aiment bien le regarder, mais ça comprend pas que les contacts, ça comprend aussi toutes les activités, les petits déplacements autour des rucks, etc. Voilà, ça reste une unité arbitraire, on ne sait pas trop comment les calculer avec les algorithmes des marques de GPS. Donc, certains ont beaucoup de recul là-dessus, peuvent l'utiliser, d'autres un petit peu moins. Et là, on commence à avoir des données qu'ils appellent plaquage ou contact. On va commencer de regarder ça, mais pour le moment, on est plutôt dépendant des analyses vidéo là-dessus, savoir quel type de contact prennent les joueurs, combien ils en prennent. Mais l'avenir, c'est de savoir ce que ça leur coûte aussi, est-ce que tous les contacts se valent. Ça va être intéressant. Et en dernier, ce qu'on regarde, c'est le volume. Voilà, c'est le marqueur le moins intéressant, mais on contrôle quand même le volume global qu'on fait de l'entraînement en mètres ou en kilomètres pour certains. Voilà, bon, on sait que le volume, faut qu'on sache le maîtriser, parce qu'un entraînement à 2,5, un entraînement à 6 bornes, forcément, ça ne coûte pas la même chose. Mais on sait surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intensité qui crée beaucoup de fatigue chez les joueurs, mais c'est vraiment le volume, le temps qu'on passe sur le terrain. Et du coup, souvent, les entraînements très volumineux, c'est parce qu'on a beaucoup marché. Donc voilà, j'en viens à la suite. Toutes ces données, on peut les analyser les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, si je vous dis on a passé 300 mètres au-dessus de 18 km/h, bah, ça ne va pas être le même impact si on a fait 2 bornes ou 6 bornes. Voilà, le pourcentage à haute intensité, on va beaucoup le regarder. Donc, il va falloir aussi comparer les données entre elles. Du coup, un marqueur sur lequel on est très attentif, c'est le pourcentage de marche. Voilà. Le pourcentage à haute intensité. On a dit le pourcentage, les mètres passés au-dessus de 85% de Vmax, voire 90%. Hop, donc je vous donne ça. Les seuils absolus, des seuils qui ne bougent pas, les mêmes pour tout le monde. Très intéressant pour analyser une perf, comparer les joueurs entre eux. Seuil absolu, seuil relatif, pardon. Voilà, individualisé, ce qui me permet d'être très efficace pour gérer une charge de travail. Du coup, maintenant qu'on est capable de regarder tout ça,
Et ça ne va pas nous suffire pour planifier notre entraînement et regarder toute notre méthodologie. Il faut déjà savoir qu'est-ce que demande notre sport. Donc, on sait que c'est un sport intermittent où on alterne les phases à très haute intensité et les phases à basse intensité. Et spécificité, il y a des contacts. Donc, les actions courues, voilà, je vous l'ai un petit peu décrit avant avec tout ce qui était GPS, tout ce qui est sprint, accélération, déplacement haute intensité. Les actions combattues, qui sont de différentes sortes. Il y en a qui génèrent des impacts, comme dans les rucks, dans les plaquages, dans les duels, etc. Il y en a qui génèrent plus des poussées dans les mauls, les mêlées, etc. Voilà, il y a différents types d'actions combattues. Les actions d'agilité, très importantes. Tout ce qui est travail d'appui, tout ce qui est travail d'évitement, tout ce qui est capacité à se relever vite, revenir au jeu, recharger, comme on dit. Tout ce qui est capacité à évoluer au sol. Voilà, travailler pour libérer le ballon. Voilà, tout ça, c'est de la coordination, du travail fin qui est très important, qui va rentrer aussi dans vraiment ce qu'on va regarder et qui nous permet aussi de jouer avec la règle. Je pense à ce qu'utilisent beaucoup les settistes, à savoir être capable de se faire plaquer, de lire si le plaqueur nous a lâché, s'il y a un contest ou pas, de lâcher la balle, de se relever, de continuer à jouer. Tout ça, c'est le travail d'agilité qui est très intéressant. Donc tout ça, je dirais, les actions courues, combattues, d'actions d'agilité, on est capable de les maîtriser, de les quantifier, de les observer, de les entraîner. Après, les actions spécifiques, je pense à tout ce qui est lift, jeu au pied, lancer, duel aérien. On est moins capable de quantifier ce que ça nous coûte au niveau physique. Et pourtant, on va devoir quand même le prendre en compte. Voilà. Et, actuellement, il y a 2-3... On commence à chercher un petit peu. Je sais que il y a des travaux qui sont un peu initiés sur des plateformes de force pour savoir ce qu'un lift coûte, etc. On est encore en train de réfléchir. On sait un petit peu comment planifier nos séances de rugby avec la course, mais avec, par exemple, une séance de touche ou une séance de mêlée, on n'est pas encore capable de bien dire combien il en faudrait de façon optimale pour développer sur une semaine sans match, avec match. Voilà, on a encore un petit peu de boulot là-dessus et c'est peut-être pas forcément toujours l'outil GPS qui va nous aider. Et j'y reviendrai à la fin puisque c'est un outil très intéressant, mais il va falloir faire attention à ne pas se laisser piéger par toutes ces données, à ne pas se laisser enfermer, et on verra que l'œil de l'entraîneur doit rester prégnant sur tout ça. Et que le GPS doit être surtout un outil qui va nous aider à prendre des décisions, mais ce n'est pas lui qui va prendre les décisions à notre place. Voilà. Donc maintenant, on sait un petit peu ce qu'on peut mesurer, on sait un petit peu ce qu'on a besoin pour notre sport. J'ai oublié de dire, évidemment, j'ai mis le jeu au centre parce que tout ça, ça nous sert et il faut que ce soit absolument transférable au rugby, sinon ça ne nous sera pas utile. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. J'ai essayé de créer une représentation de tous les outils qu'on peut utiliser en prépa physique. Et après, on va se centrer uniquement sur deux aspects. Les premiers aspects, voilà, tout bêtement, c'est ce qu'on appelle la prépa dissociée. Donc, qui peut commencer juste par un travail de course. Voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Vous expliquer les méthodologies de développement de la vitesse ou des capacités, des qualités énergétiques. Voilà, travail intermittent basique. On peut devenir un petit peu plus spécifique en intégrant rapidement des passages au sol et des changements de direction. Pour se rapprocher un petit peu plus d'activité, on va parler de prépa associée. Donc, ce qu'on appelle les RHIE, voilà, l'enchaînement de tâches à haute intensité. Donc, c'est des répétitions d'efforts mixtes, voilà, des courses, des poussées. Ça peut être des plaquages sur sac, des poussées de sled, pourquoi pas d'exercices de lutte, pourquoi pas mixer ça avec des exercices de manip ou des situations simples de rugby comme des 2 contre 1. Voilà. Et on appelle aussi prépa associée quand on mélange des moments de jeu et des moments de prépa dissociés. Donc, par exemple, ça serait 5 minutes, on joue une situation à 7 contre 7, et après 5 minutes, on a un travail de course basique. Après, pour se rapprocher un peu plus du rugby, on a ce qu'on appelle les fitness games, donc vraiment les jeux objectifs physiques. Par exemple, Ultimate, on est loin du rugby, surtout qu'on peut utiliser avec différents objets comme le frisbee. Par contre, ça peut nous intéresser parce qu'il y aura des données de déplacement très, très intéressantes, il y aura de l'agilité forcément, et il va commencer à avoir un petit peu de lecture, un petit aspect tactique qui va rentrer en jeu, puisque voilà, on va être dans un sport co, donc il y aura forcément chercher les espaces, se